le podcast d'Alvarez & Marsal dédié aux dirigeants bâtisseurs qui structurent leur croissance par acquisition. Aujourd'hui, on se retrouve avec un acteur majeur du secteur de l'expertise comptable, Forvis Mazars. Résultat du rapprochement stratégique entre Mazars et l'américain Forvis, le groupe affiche une ambition claire en France, construire un leader à taille humaine, avec le M&A comme un des leviers de croissance au cœur du projet. Dans cet épisode, on parlera vision, stratégie d'intégration, culture d'entreprise et création de valeur à long terme. Et maintenant, place à notre invité. Bonjour Denis, comment vas-tu ? Bonjour Alizé, je vais bien. Merci de me recevoir. Mais avec plaisir. On est ravis que tu sois là aujourd'hui. Pour commencer, pourrais-tu te présenter brièvement et revenir sur ton parcours ? Oui, alors moi j'ai un parcours qui est un parcours autour du service, principalement sur des métiers techniques, la fiscalité au départ. D'abord dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation, mais j'y suis resté très brièvement. C'était pas pour moi. Donc après, je vais faire du commerce et du développement dans une structure de publishing qui s'appelle Francis Lefebvre, et j'y ai développé les nouveaux médias, le e-business au moment de la première vague Internet. J'en suis parti une fois que l'activité était montée, au bout de 7-8 ans, pour aller faire du conseil chez PwC. Là, j'y suis resté 10 ans. J'ai participé à la reconstruction du conseil post-affaires Enron, et puis après, j'ai souhaité avoir une aventure entrepreneuriale. Donc, et là, j'ai rejoint un cabinet d'expertise comptable. C'est la première fois que j'allais toucher le métier d'expertise comptable de près. Donc, c'était en quelle année ? C'était en 2011. D'accord. Donc 2011, je rejoins le groupe et c'est un petit groupe local qui était significatif sur son bassin, qui faisait 25 millions, un petit 25 millions. Il y avait 250 personnes et c'était principalement de la clientèle TPE, TTPE même, avec un ancrage essentiellement dans le sud de l'Auvergne, en Loire, Haute-Loire, et puis un petit peu à Lyon. Et voilà, l'objectif était de transformer cette structure, de la développer, voilà, et d'en faire un acteur national, voire européen. Ce qu'on a fait en 10 ans, la structure a fait plus de 110 millions, voilà, à peu près, en développement à la fois organique et externe. On a transformé les métiers, on a apporté de la pluridisciplinarité. Le groupe s'appelait CGECO, comme beaucoup de groupes, avec un acronyme qui signifie le métier qu'on exerce, Société d'expertise et de gestion comptable. Ouais. Et puis, on a eu un projet de marque parce que quand on est devenu pluridisciplinaire, il a fallu le transformer. Et j'étais à l'exécutif, j'ai proposé au président de Champ d'avoir un peu un travail autour de la marque. Ça s'appelle maintenant Implid. Et voilà, j'y suis resté 10 ans, j'en étais directeur général pendant 4 ans. Et en sortant, j'ai rejoint, je voulais faire le même métier mais avec un angle de vue différent. Donc j'ai eu l'opportunité de rejoindre une fintech, Income, à un moment clé de son développement. Je la connaissais assez bien, je connaissais assez bien son fondateur, Romain Passy, et on avait besoin de structurer, d'accompagner l'arrivée des grands clients comme Baker Tilly, par exemple, et de s'adosser, de continuer le développement. La tech coûte très très cher, on pourra y revenir, c'est peut-être aussi un sujet autour du M&A, mais la tech coûte très très cher à développer. Ouais. Et nous, on avait besoin de trouver un relais après qui a eu quelques dizaines de millions d'euros de mis dans la tech. Donc voilà, on a aidé à faire ça, et le relais s'est appelé Visma. Voilà, et une fois qu'on s'est adossé à Visma, moi j'en suis parti parce que j'avais envie de faire autre chose et surtout de continuer un petit peu cette logique de développement, et je l'ai faite au sein d'une marque que tu définis comme très belle, Forvis Mazars. Alors c'est pas un rapprochement, je préfère le préciser, c'est une alliance ou un réseau à deux têtes. Il y a aucun lien capitalistique entre Forvis et Mazars, il y a juste un réseau avec deux acteurs. Très bien, merci beaucoup de préciser. Et donc c'est quand même un réseau avec un chiffre d'affaires dont tu nous disais de 5,5 milliards au niveau monde. Mazars, lui, fait 3 milliards. Et nous, on s'intéresse particulièrement à la France avec 600 millions, dont moins de 50% en audit. Je crois que c'est important de le préciser. Et avec 41 bureaux en région. Donc c'est un énorme succès. Comment tu l'expliques, et on reviendra sur l'audit après aussi. Alors je vais pas faire 80 ans d'histoire parce qu'on n'aura pas le temps, mais effectivement, c'est un cabinet d'expertise comptable qui a été créé par Monsieur Robert Mazars à la fin, au début des années 50, en 1946, et puis il a développé beaucoup autour de l'audit. Il a eu la chance d'avoir des grands clients autour de l'audit, et c'est nos clients français
qui nous ont permis de nous développer à l'international. On les a suivis, des clients comme Pernod Ricard notamment, enfin d'autres, qui nous ont permis de partir à l'international, de créer en développement propre notre réseau international intégré. Et ça, c'est un peu l'origine, le côté très original du modèle, c'est qu'on a un réseau complètement intégré. Aujourd'hui, on a 90 pays. On n'a plus les États-Unis puisque c'est ça l'alliance. Hein. L'objectif était de pouvoir avoir une présence utile pour nos clients aux États-Unis, mais on pouvait pas le faire en créant nous-mêmes notre activité ou en achetant de l'activité. C'était pas possible. Donc, on s'est allié à un Américain. Le reste du réseau a été créé en croissance avec nos clients. Et puis, on a eu un développement en France, des moments clés, des passages un petit peu structurant, comme à un moment donné le rapprochement entre Mazars et le cabinet Guérard Viala. Ça a donné Mazars et Guérard, pour ceux qui ont un peu plus l'âge du capitaine comme moi. Et donc ça a permis d'avoir une première entité qui faisait 50 millions Mazars, Guérard Viala faisait 50 millions, ça fait 100 millions. Et puis progressivement, ça s'est développé en France. L'international a suivi. Aujourd'hui, la France représente 20% du chiffre d'affaires à l'international monde, pardon. Et on a au sein de cette activité en France, effectivement, moins de 50% qui est sur notre métier cœur d'origine, l'audit, avec bien sûr des grands comptes et des grands clients qui nous font confiance. Et puis aussi un vrai travail, comme tu le soulignais, de proximité en région autour des PME et des ETI, mais également des TPE. Et puis on a aussi des clients qui sont des professions libérales, on a du non lucratif. Donc, on exerce aussi beaucoup de l'activité d'expertise comptable en région. Ok. Une partie de cette croissance, Denis, est liée aux acquisitions réalisées. Pourrais-tu nous en dire davantage sur la stratégie M&A de Forvis Mazars ? Oui, écoute... Le point, on a fait des croissances externes où il y a une tradition un peu de croissance externe historique au sein de Mazars, à la fois en France mais à l'international, puisqu'on a fait des croissances externes à l'international pour nous ouvrir dans certains pays. Donc et ça a été fait au fil de l'eau. Et on a il y a un souhait de la gouvernance de Mazars d'accélérer ce sujet-là il y a 3 ans avec l'idée de se renforcer en France en profitant de ce qui allait arriver, de ce qu'on sentait venir, qui était une vague de concentration autour de nos métiers cœurs. Le métier cœur, l'audit, pas besoin de nous aujourd'hui de faire d'acquisition en audit. Il y en a dans toutes les structures qu'on peut regarder ou les dossiers qu'on peut nous transmettre. Il y a toujours un petit peu d'audit, mais c'est pas ce qui va nous faire regarder la structure, mais de faire un métier que nous on pense extrêmement en synergie avec notre métier d'audit, qui est le métier de l'expertise comptable. À l'inverse ou à contre-courant de certains grands acteurs de l'audit, nous on pense que l'expertise comptable a toute sa place à côté. Donc on a accéléré la croissance externe. Notre politique de croissance externe est devenue d'une logique opportuniste à une logique volontariste. Et là, on a mis en place une professionnalisation de l'activité qui a fait que on a accéléré ça et qu'on continue à l'accélérer fortement. Parfait. Quand on parle de croissance externe, Denis, évidemment, on parle au succès des intégrations, ce qui est très souvent un sujet. Comment est-ce qu'on réussit une intégration ? Alors, on n'a pas la baguette magique. Je veux dire, faut pas penser qu'on arrive mieux que les autres. Alors, il y a une culture et nous, on est une ETI. On était, comme j'ai dit, une TPE, une PME, une ETI aujourd'hui à l'international. On ressemble beaucoup à nos clients. On a un capital familial, puisque ça appartient à nos associés. Donc je réponds à ta question de manière suivante. Le premier sujet, en tout cas la facteur clé d'une intégration, et j'ai eu quelques dizaines de sujets de croissance externe dans ma vie professionnelle, le sujet d'une clé, d'une réussite, c'est de donner du temps, ou d'avoir des pas de temps qui permettent d'allier le temps de l'intégration de la structure avec le temps de la performance de la structure qui intègre. Donc aujourd'hui, nous on est une société de temps long. On est une ETI à capital familial, donc on a du temps. Donc les intégrations se passent bien aussi parce qu'on leur donne du temps. Alors, encore faut-il leur donner un temps qui est, j'allais dire timé, enfin qui est cadencé. Exactement, merci. Qui est cadencé. Faut un pas cadencé parce que autrement tu les laisses de côté et puis finalement tu fais pas grand-chose. Donc j'aime beaucoup ce sujet de rite et de rythme. Et effectivement, il y a des rites et des rythmes à mettre. Et puis la clarté
dans le projet qu'on souhaite au départ et le faire qu'on essaie de le tenir. Bien sûr, il y a au fil de l'eau des frottements. Toute conduite du changement a des frottements et pas parce que vous arrivez chez Forvis Mazars qu'il n'y en a pas. Il y en a. En revanche, comme on est sur un temps long, je peux donner quelque chose qui est assez significatif sur les 15 dernières années. Les 15 dernières années, toutes les croissances externes qui ont été faites, y compris celles qui sont là depuis 3 ans, on n'a eu aucun départ d'associés, hormis ceux qui sont partis à la retraite. Donc pour nous, c'est juste un révélateur qu'on donne quand on doit faire notre petite réclame face à des cabinets. Mais c'est juste que et on a beaucoup de témoins. Aujourd'hui le managing partner de l'expertise comptable, il est venu avec une croissance externe il y a un peu plus de 10 ans. Donc on a beaucoup d'histoires d'associés qui font partie de ce collectif avec une histoire forte, comme j'ai dit au départ, mais qui néanmoins on peut trouver sa place, mais aussi parce qu'on a du temps. Très bien. D'accord. Moi, ce que je retiens dans ce que vous avez dit, c'est que ce qui est super important, c'est la clarté du projet et que les résultats sont qu'en fait, il n'y a pas eu de départ, excepté ceux qui partent à la retraite. Maintenant, j'aimerais bien qu'on se place du point de vue des cabinets qui se sont rachetés. Quels sont les engagements concrets que vous prenez envers les associés, donc cédants, après l'intégration? Comment vous arrivez à les retenir? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors... c'est vrai, il faut vraiment au départ clarté sur le projet, une croyance dans l'histoire, ou dans l'envie de construire l'histoire avec nous. C'est-à-dire que la qualité des dossiers qu'on peut regarder, ou des cibles, ou des sujets qu'on a envie de faire, des projets qu'on a envie de mener, elle dépend. Alors c'est un peu quelque chose qui est mis toujours en avant, mais elle dépend quand même de la qualité des femmes et des hommes qui composent. Donc si on a des personnes qui vont rester, on ne fait aucune croissance externe si les dirigeants n'ont pas un minimum de temps de présence. Donc la promesse, pour répondre à ta question, la promesse qu'on leur fait, c'est déjà d'avoir une trajectoire chez nous claire dans le développement, avec finalement une capacité d'accueil, même si on n'est pas, et je vais citer, et je n'en suis pas un, le terme qu'on emploie chez Mazars, un bébé Mazars. Donc même si on n'a pas fait toutes ces classes chez Mazars, il y a plein d'associés qui sont arrivés par croissance externe, et avec lesquels on se dit, on a une trajectoire qui est claire, voilà ce qu'on peut faire. Après, il y a une vraie capacité à mettre en responsabilité. Ce qui fait l'unité d'un partnership, et moi je l'ai connu un peu en voulant créer une marque pour unifier un partnership, comme je l'expliquais au début. Nous on a une marque forte, elle est belle, ce qui fait l'unité d'un partnership, c'est sa culture. Notre culture, elle est celle du développement. Donc dès que vous commencez à vous mettre dans une logique de développement, de trajectoire de développement avec des gens que vous mettez en responsabilité, à qui vous donnez un peu du temps, c'est un facteur clé de succès. Je vais prendre un exemple, on a fait une croissance externe en Bretagne il n'y a pas très longtemps. On a mis à la tête de l'ensemble de notre expertise comptable dans le Grand Ouest quelqu'un qui est venu par croissance externe au bout d'un mois de présence. Donc c'était mais c'est parce que ça fait partie de notre culture, qu'il y avait du développement à la clé et qu'on a su le gérer. Donc c'est pas non plus je dresse pas une photographie trop idéale du sujet, mais si vous êtes capable de donner des axes de développement, de maintenir, surtout en ce moment, je pense que vous le partagerez peut-être, mais où vous avez beaucoup de cabinets qui s'interrogent sur leur pérennité. Donc si vous êtes capable de donner un peu de visibilité aux gens qui dirigent, et après de rassurer, là je suis sur une opération qu'on annoncera à la rentrée, où et ça c'est tout nouveau sur le marché, depuis un peu moins d'un an, on a beaucoup de cédants qui ont entre 35 et 45 ans, qui veulent rejoindre des aventures humaines. Là on va faire une très belle opération, et là c'est la même chose, c'est une vraie trajectoire qu'on donne, avec l'idée de dire, si vous venez avec nous, comme on a 41 bureaux, mais on n'a que 41 bureaux, donc on a aussi des territoires de développement, donc vous avez une capacité finalement à vous projeter, et je pense que ça c'est une première visibilité. Et quand vous avez des cabinets, comme c'est le cas de celui dont je viens de parler, où les dirigeants ont créé leur équipe en créant leur cabinet au fil de l'eau avec des équipes jeunes, et s'ils se sentent bien, assez vite les équipes les suivent. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Si, c'est très clair, merci. Et la question qui me vient maintenant, c'est comment est-ce que vous assurez l'alignement des intérêts entre d'un côté les nouveaux associés qui viennent de chez vous, les bébés Mazars, et les structures intégrées, ceux des structures intégrées.
donc les nouveaux associés, les associés historiques et ceux des soutiens associés, on est tous dans le même partnership. On a un partnership unique. Donc vous avez 1800 associés dans le monde, et quand je dis c'est un capital familial, ça appartient à personne, Forbis Mazars, et à tout le monde. Donc comment on s'assure? Il n'y a pas de différence. Assez vite, du moment où ils sont intégrés au partnership, il n'y a pas de différence ou de logique. Vous êtes dans le partnership et vous en faites partie. Après, bien sûr, il y a des organes de gouvernance, mais comme dans toute structure de cette taille-là, des gens qui sont élus. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ou je pourrais citer d'autres exemples, vous avez des gens qui viennent par croissance externe, à qui on donne des responsabilités assez vite. Donc, non, ce qui fonctionne chez nous, c'est de s'inscrire dans une logique de développement et de servir nos clients avec cette logique de valeur ajoutée autour du service. Ce qui fonctionne pas, finalement, effectivement, c'est plutôt de se mettre un peu sur des positions en retrait. On a eu des passages à faire avec certaines structures où il faut l'intégrer, intégrer la culture. Parfois, il y a des belles activités. Il faut que ce moment-là ne dure pas trop longtemps pour que tout le monde se sente bien. Parfait. Très concrètement, Denis, quelle autonomie conservent les cabinets intégrés et de quel soutien opérationnel bénéficient-ils? Alors Sandra, le premier point, je pense, sur l'autonomie, merci de me poser la question parce que ça permet quand même souvent on nous dit mais vous êtes un grand groupe, on va être noyé. Encore en l'occurrence un échange que j'ai eu avec un cabinet, le dirigeant d'un cabinet important qui fait pas loin de 15 millions ce matin. Il dit mais si je rejoins Forbis Mazars, mais je vais être complètement noyé. Et c'est un peu mon histoire de reine. Non, tu vas être complètement, au contraire, non dilué mais relué. C'est-à-dire que tu auras des zones de périmètre de développement qui seront beaucoup plus larges que ce que tu avais ou ce que tu peux avoir au départ. On a cette capacité à finalement donc intégrer dans un cadre clair et sur un projet, on va dire, national, mais avec une vraie autonomie. Souvent, je dis Forbis Mazars, c'est l'organisation de l'Espagne. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement central, des lignes claires, qui porte la marque, qui porte l'image qu'on veut avoir sur le marché, qui porte le niveau de service. Et quand vous avez une marque, c'est souvent plus facile. Vous avez une belle marque et c'est souvent plus facile. C'est comme un révélateur en chimie. Quand vous frottez à la marque et vous voyez que ça résonne bien, ça permet d'aller de l'avant. Quand ça résonne moins bien, on arrête la logique de développement. Donc, on a ce cadre-là avec la marque qui nous permet de donner finalement un vrai cadre. Et j'avais encore, d'ailleurs, c'est une question auquel je répondais ce matin à ce dirigeant. Il me dit mais comment comment vous avez fait pour que en à peine 6 mois tout le monde dise Forbis Mazars et plus Mazars? Tout simplement parce que naturellement la culture est là, comme je disais tout à l'heure, la culture autour de la marque est là. Donc on a ce cadre-là. Donc ça c'est notre gouvernance centrale. Mais on est un peu comme les provinces espagnoles. En France, il y a 41 bureaux, mais surtout 8 régions. Et il y a 8 régions avec une vraie autonomie et des managing partners qui sont autonomes dans leur région. Donc, ils veulent avoir un projet immobilier. Ils ont un projet immobilier. Ils veulent changer de bureau. Ils veulent, embaucher. Du moment où finalement l'activité et l'ensemble des principaux critères, il y en a pas énormément de performances sont satisfaits. Vous avez une vraie autonomie. Donc, il y a une vraie autonomie et les cabinets qui nous rejoignent sont dans ces régions principalement. Érigé en région. À 90% en région. Donc, monsieur dit, ce sera Paris, ce serait exactement la même chose. Sur le segment client de TPE, PME, TI, vous aurez aussi une vraie autonomie. Donc, l'autonomie, elle est même dans le cadre organisationnel de Forbis Mazars. Les régions sont autonomes, donc les bureaux ont un vrai niveau d'autonomie. Ok. Et en matière de soutien opérationnel? C'est une très bonne question. Le premier, alors bien sûr, on peut parler des fonctions et j'aime pas vraiment le terme parce qu'aujourd'hui c'est tout sauf support, parce que si on commence à mettre des fonctions comme les RH en pleine transformation du métier d'expertise comptable comme les fonctions support, c'est qu'on n'a pas trop compris ce que c'était que les métiers cœur, mais donc ou l'informatique, ou en tout cas la technologie. Donc bien sûr tous ces soutiens, toutes ces fonctions là.
on en bénéficie en rejoignant Fort Vis-Mazars. C'est aussi pour ça qu'on vient. Bon, bien sûr, tout le système de recrutement, le pouvoir de la marque, les sujets d'intégration, l'information, le volet technologique, le choix des partenaires, l'organisation de revenus, les partenariats qu'on peut avoir autour de ces revenus, sont des sujets auxquels finalement on vient adhérer. C'est aussi ça, hein, d'ailleurs, le projet de départ, hein, quand on projette, nous faisons jamais une opération sans qu'il y ait un projet industriel avec. Donc il va avec, et c'est une des principales questions, c'est qu'est-ce que vous nous apportez comme support. Et ça, c'est quelque chose d'important, mais c'est vraiment pas l'essentiel pour moi. Et aujourd'hui, c'est aussi ça la raison de notre développement et du succès du développement et de l'envie de l'accélérer. C'est que on apporte aussi une vraie pluridisciplinarité en local. Et ce qui ça est assez rare dans les modèles, c'est-à-dire qu'on a une pluridisciplinarité dans les 8 régions, qui est plus ou moins large en fonction de la taille de la région. Mais quand je dis une pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on a des gens qui font du légal en local, des gens qui font du M&A en local, des gens qui font du conseil en local, des gens qui font de la CSRD en local. Et ça, quand vous voulez servir des clients de PME, ETI, ça n'a pas de prix parce que finalement les clients ils aiment bien finalement pouvoir bénéficier de cette pluridisciplinarité, mais quand elle est adressée uniquement d'une ville on va dire origine, qu'elle soit Paris ou d'autres cabinets, vous avez des cabinets aujourd'hui régionaux qui sont devenus nationaux à la faveur de projets de développement en expertise comptable, leur pluridisciplinarité elle est quand même souvent liée à leur siège social ou leur siège opérationnel. Nous, on a cette autonomie aujourd'hui en région, et c'est aussi ça notre volonté, la croissance externe qu'on choisit, c'est que on sait où on doit mettre plus de développement pour y mettre encore plus de pluridisciplinarité locale. Donc, il y a tout ce sujet, bien sûr, des fonctions support, mais le premier sujet qui vient quand on parle avec nos associés qui nous ont rejoints ou les équipes qui nous ont rejoints, c'est les développements communs qu'on a réussi à faire grâce à cette pluridisciplinarité. Et là, ça fonctionne. Une offre complète. Parfait. Comment, Denis, peut-on préserver une culture d'entreprise commune au gré des intégrations, finalement, d'entités diverses, d'origines diverses, d'histoires diverses? La question est pas forcément complètement évidente pour pas faire d'impair dans la réponse. Par l'adhésion, on l'a bien compris. L'adhésion, mais enfin la puissance de la culture autour de, j'allais dire de la marque, mais je suis même pas sûr que ce soit le bon terme. Il y a un vrai sentiment d'appartenance à une collectivité qui est une fierté de tout ce qui a été le développement de Fort Vis-Mazars. Donc aujourd'hui, j'allais dire, c'est sûrement plus facile qu'il y a 15 ans ou 20 ans. D'assurer cette homogénéité ou cette intégration, cette côté on adhère. Je pense que le premier sujet il est là, c'est avant tout le fait que assez vite culturellement les gens ont envie de porter les couleurs, de porter le t-shirt. Voilà. Après il y a des rituels et puis j'ai dit on force pas le trait non plus. Quand on dit qu'il y a une autonomie, il y a une marque unique. Mais on est aussi capable, tu vois, on a un cabinet en Savoie, Haute-Savoie. On est resté 12 ans avec le nom accolé à Mazars. Ah oui. Et là, il y en a, pour certains, on va le rester encore 4-5 ans. Enfin, on le choisit avec les associés qui nous rejoignent quand il y a une notoriété locale qui vient renforcer notre image. Donc ça aide quand même aussi à l'adhésion. Et c'est vrai que dans ta question qui est vraiment intéressante, mais le respect de l'histoire, il est important. Et ce respect de l'histoire, sans encore dresser un portrait trop idyllique de Fort Vis-Mazars, mais le respect de l'histoire, on ne peut que l'avoir parce qu'on l'a. On a créé un cabinet, on l'a développé et il y a tout ce poids de l'histoire qui est chez nous. Donc il y a un certain respect de l'histoire. On vient pas en disant on enlève tout de suite le nom. Là, je viens de faire une opération dans le Sud-Ouest, une autre. J'en ai fait une première. Il y en a eu
quelques-unes qui seront annoncées au Congrès. Là aussi, on va vivre avec les deux noms parce qu'on pense qu'il y a pour nos clients et pour les clients du cabinet qui décident de nous faire confiance, du sens à garder finalement ces deux histoires en parallèle quelque temps, puis progressivement, ça devient fongible, quoi. Mais c'est aussi dans le choix des cibles. Et c'est vrai que dans la question aussi, il y a le choix des cibles. Comme on fait des projets industriels, on ne choisit pas. Enfin, on a beaucoup de fourches codines dans les opérations qu'on a envie de réaliser. Et ça veut dire que un des premiers sujets, c'est le respect de l'histoire mutuelle. Et quand on voit que ça ne fonctionnera pas, on sort assez vite de l'opération, mais sans aucun jugement de valeur. Hein. Ça ne fonctionnera pas. Super intéressant. Donc, vous faites un peu du sur-mesure quand même. Oui, finalement plus flexible que ce qu'on pourrait imaginer. On fait complètement du sur-mesure. C'est une bonne réponse. On a l'impression qu'on est dans le prêt-à-porter. Mais on est un peu dans la demi-mesure parce que comme je le disais, on a un cadre. Donc tu vas pas arriver dans l'organisation en disant maintenant le cadre change. Donc tu est dans le cadre, mais il y a à l'intérieur du patron du costume. Le patron est assez flexible pour s'adapter et être vraiment dans la demi-mesure. Ouais. C'est important de le souligner. Maintenant qu'on a parlé stratégie, intégration, culture d'entreprise, on va parler de chiffres, de valorisation et de structuration financière. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle parfois de bulles sur les valorisations. Quelles sont vos pratiques et vos repères en la matière ? Alors nous, on est autonome financièrement. Donc, et on n'a pas aujourd'hui, la gouvernance de Mazars n'a pas aujourd'hui de volonté d'intégration, d'intégrer du private equity. Donc on va pas sur des modèles qui sont sous-jacents en termes de valorisation, parce que finalement c'est aussi une question d'éléments de sortie. Donc de constitution de patrimoine, donc combien tu vas sortir si tu mets un investissement. Donc je sais pas s'il y a une bulle. Je pense moi je suis très content de la manière dont ça s'opère aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple encore qu'il y a 3 ans, parce que d'une part on a des acteurs qui viennent et qui clarifient, disent si vous voulez une logique financière assez élevée, en tout cas rentrer dans un schéma financier et de performance financière, sans jugement de valeur, vous pouvez le choisir. Si vous voulez un projet qui est plus industriel, il y a des acteurs industriels, mais pour des acteurs comme Forvis Mazars ou d'autres, je trouve que c'est beaucoup plus simple quand vous discutez, parce que vous perdez pas de temps. Vous investissez pas 3 mois pour vous dire finalement culturellement ça fonctionnera pas, parce que finalement on vient chercher et puis poser d'entrer l'équation, et ça a le mérite de désinhiber dès qu'on parle d'argent. Donc tout ça, t'as compris que nous on faisait pas des valorisations qui montaient forcément jusqu'au ciel. Donc on est des industriels, on est capable d'avoir des projets qui sont avec j'allais dire un investissement qui est haut pour Forvis Mazars, avec des niveaux de retour sur investissement qui sont hauts. Voilà, mais on pense pas que l'élément de sortie sera un financier. Donc forcément, nous, il faut qu'à un moment donné, dans le schéma financier qu'on opère, on y retrouve un retour sur investissement, et dans le respect tout simplement de la confiance que nous fait le collège associé. C'est très clair, merci. Et en termes d'équilibre entre le cash out pour les cédants, l'earn-out, peut-être un intéressement post-opération, ces 3 sujets qu'on sait être très sensibles et liés, comment vous faites ? 100% cash out. Ok, super clair. Donc clair. Voilà. Après, on peut avoir de l'incentive à la performance, mais on a un niveau de réinvestissement qui n'est pas très élevé. C'est un peu notre originalité. Voilà. Ouais, c'est une particularité, c'est vrai. C'est une particularité. Bien sûr. Enfin, Denis, si tu devais convaincre un cabinet de vous rejoindre en quelques mots, que dirais-tu ? C'est pour ça que je suis venu faire de la réclame. C'est un peu ça. Ce que je dirais, le premier sujet, ce serait de se poser ensemble les bonnes questions. Donc, se poser ensemble les raisons de pourquoi on pourrait parler, prendre du temps, investir du temps, commencer à faire
à se faire des promesses réciproques, entre guillemets des projets réciproques, et après on embarque des équipes et des clients, donc c'est quand même quelque chose qui est à forte responsabilité. Donc la première chose que je dirais, c'est qu'on doit poser un projet sur la table. Nous, le projet, on l'a, il est un projet autour de la transformation du métier, avec une conviction extrêmement forte, c'est que aujourd'hui je pense qu'on est capable, et c'est ça tout l'intérêt, je pense, de la transformation, et de l'arrivée d'autres acteurs que des gens de l'expertise comptable, parce que dans la financiarisation dont on a parlé, d'autres acteurs arrivent, ils viennent de la technologie, ils viennent du banking as a service, ils viennent d'autres éléments, d'autres univers plutôt, et finalement, ce projet, je le dessine, je cherche les leviers ensemble qu'on peut avoir autour du développement. Je commence à me dire que je peux aussi bénéficier de tous ces sujets de transformation. Je vais chercher ensemble les sujets de revenus. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous, c'est des sujets qu'on travaille de manière extrêmement forte. Donc, je parlais tout à l'heure de cabinets où des associés ont entre 35 et 45 ans. Si tu dois continuer à exercer ton métier entre 20 et 30 ans, tu peux te dire que c'est quand même mieux de le faire avec des logiques de transformation qui sont créées. Alors, on n'est pas meilleur que les autres. On y travaille. Et c'est ça où est la volonté qu'on a et la volonté d'aller sur l'expertise comptable. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on a une vraie conviction qu'un certain nombre de services qui étaient jusqu'à présent dans la finance, dans le chiffre, réservés à des grands comptes, sont accessibles grâce à la technologie et à la convergence et à la financiarisation. Parce qu'il faut le dire, s'il n'y avait pas de financiers pour financer toute cette technologie, on n'aurait pas ces services-là. Mais ces services-là sont accessibles demain à des ETI, des PME, des TPE. Et on le voit. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vit, nous, au quotidien, à titre personnel, dans les expériences utilisateurs qu'on peut avoir autour de la technologie ou des environnements avec nos banquiers, avec nos assureurs ou autres. Il n'y a pas de raison qu'un dirigeant de TPE, de PME, de TI n'en bénéficie pas. Et aujourd'hui, si on se dit un peu les choses, c'est quand même pas toujours le cas. Donc, si on est d'accord autour de ce projet, j'ai pas vraiment à convaincre. On a une vision commune de ce que peut être demain l'avenir. Moi, j'ai une vraie conviction et une forte conviction que on a devant nous un gisement de revenus qui est extrêmement fort parce que nos clients TPE, PME, ETI vont bénéficier de services qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Très clair. Moi, je suis convaincue. En tout cas, merci beaucoup, Denis, pour cet échange très riche en retour d'expérience et en conviction. C'était éclairant et ça nous permet d'ouvrir cette série de conversations avec les dirigeants bâtisseurs. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Voix du M&A. À bientôt, merci. Merci. Merci.